Bonjour, Senta de Puit. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous êtes spécialisée dans le dossier de l'autisme et de la vaccination. En ce moment, vous terminez la traduction française des 5 épisodes produits par Vera Sharaf, une femme extraordinaire, juive roumaine, survivante de l'Holocauste. Cette série, intitulée « Plus jamais, c'est maintenant », dresse une liste vraiment inquiétante de parallèles entre le nazisme et l'époque actuelle telle qu'elle s'est révélée à travers la crise Covid. Comment vous êtes-vous trouvé impliqué dans cette nouvelle aventure ? Ah, mais écoutez, ça c'est une histoire tout à fait remarquable et puis avec vraiment quelqu'un d'extraordinaire, parce que vraiment Vera Sharaf, c'est une personne extraordinaire. Eh bien, en fait, c'est grâce à Andy Wakefield, qui était donc le médecin, le fameux médecin qui a, on va dire, lancé l'alerte sur le risque entre l'autisme et la vaccination, et qui a sorti ce film dont nous avons justement parlé aux rencontres de Cara, qui s'appelle Vaxxed. Et Vera Sharaf, un jour, il m'a dit, écoute Senta, voilà, il y a quelqu'un, il a été extrêmement attaqué, voilà, par la presse, par tout le monde. Ça a donné lieu, on va dire que ce sujet a vraiment été celui dont on s'est saisi pour mettre en place toutes les politiques de censure, de soi-disant fact-checking, etc., de fake news, pour censurer l'information sur la vaccination. Et donc, il y a eu toute une période qui a suivi où il a fallu, encore plus que de parler des vaccins, finalement défendre Wakefield. Donc, il y a eu un autre film qui est sorti, qui s'appelle L'affaire Wakefield, de Massimo Mazzucco, qui est très très bon. Et là, il a fallu rédiger des dossiers, revenir sur toutes les attaques, etc., tous les éléments de son dossier personnel, puisque lui a été radié de l'ordre des médecins. Et une des personnes qui a vraiment, à ce moment-là, fait une défense, mais vraiment un dossier de défense remarquable, de plus de 100 pages, c'était Vera Sharaf. Et donc il m'a dit, Senta, voilà, je te mets en contact avec Madame Sharaf. Elle a fait un document absolument exhaustif sur toutes les... où elle montrait, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est la première qui a montré vraiment, qui nous a ouvert à tout le réseau de copinage, de corruption, d'intérêt, etc., entre l'industrie pharmaceutique, la presse, les médias mainstream, hein, la grande presse, les journaux scientifiques, les publications scientifiques, et les gouvernements. Et comment ils avaient vraiment collaboré ensemble pour étouffer l'affaire autisme et vaccination, mettre fin au procès qui était en cours à l'époque, où il y avait c'était le début où on pouvait faire ce qu'on appelle des class actions, et donc lancer cette campagne massive contre les anti-vax et le docteur Wakefield. Et donc elle avait rédigé vraiment un document monumental. Pourquoi ? Parce qu'elle-même avait une association, elle a fondé une association qui s'appelle Alliance for Human Research Protection, l'Alliance pour la protection dans la recherche humaine. À savoir que donc elle a passé 3 années dans les camps en tant qu'enfant, où on faisait d'ailleurs, hein, je ne dois pas vous réexpliquer, les recherches avec les docteurs Mengele, etc., notamment également des recherches sur les vaccins. Son père est décédé et suite à cela, elle a émigré aux États-Unis. Et un de ses enfants est décédé, malheureusement, suite à une overdose, on va dire, il ne l'a pas fait exprès, un accident, la prise d'un médicament. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, l'industrie pharmaceutique faisait encore moins de notices, avertissements dans les essais cliniques, etc. Et donc, ça a été le moteur pour elle, pour protéger, pour améliorer l'information des patients, en fait, expliquer aux gens, parce que beaucoup de gens ont été enrôlés dans les essais cliniques pour divers médicaments à leur insu. En particulier, les patients qui souffraient de maladies mentales, les orphelins, les handicapés, etc. Donc ça a été vraiment le moteur de toute son action pendant des années.
Et puis, donc c'est comme ça qu'on avait, on avait pris contact. Évidemment, avec la pandémie, elle a tout de suite vu ce qui était en train de se passer. Nous l'avions d'ailleurs, on avait décidé de la faire venir, on avait prévu de faire une grande manifestation à Munich en mars 2020. Il devait y avoir Vera Sharav dès le Big Tree. Juste à ce moment-là, 15 jours avant, ils ont décidé de faire la quarantaine à Munich et donc ils ont pu voyager. Oui. Pourriez-vous préciser qui est Del Big Tree? Oui, donc Del Big Tree, un grand journaliste qui a justement participé à ce film Vaxxed, qui a quitté, il faisait une émission extrêmement populaire qui s'appelait The Doctors et qui a donc lancé après sa propre émission qui s'appelle The High Wire, qui est tout à fait remarquable et qui dénonce voilà, tous les méfaits effectivement de l'industrie pharmaceutique. Donc voilà, elle a tout de suite vu les parallèles entre la montée du nazisme, donc pas uniquement, on ne parle pas uniquement de la fin de la solution finale, de la fin de la guerre, mais tout ce qui a précédé à partir des années 30, 1933, les premières lois d'exception. Et beaucoup d'Allemands l'ont vu d'ailleurs, hein, en disant ok, on prend des lois d'urgence, etc. Et puis là, tout a commencé à se mettre en place, toutes les interdictions pour les juifs, etc. Donc elle a vu ce parallèle et elle a communiqué tout au long de la pandémie, a fait de nombreuses vidéos, elle a parlé avec beaucoup de lanceurs d'alerte. Et il y a eu un moment l'été dernier où elle était invitée à Nuremberg. Pourquoi? Parce qu'il y avait les 75 ans on va dire, du Code de Nuremberg, donc il y avait une journée de commémoration, et elle était l'invitée principale, mais on ne l'avait pas mise sur l'affiche, de crainte qu'il y ait une forme de boycott. C'est effectivement ce qui s'est passé, donc elle est venue, elle a fait un speech remarquable, et le lendemain, on a vu alors la presse locale, les Nürnberger Nachrichten, qui ont fait un article incendiaire en l'accusant d'avoir abusé, donc ils n'ont même pas dit qu'elle était juive, ils n'ont même pas dit que c'était une rescapée des camps, ils ont dit présentée comme une rescapée des camps. Comme si, bon, à la limite, on avait ramassé une roumaine le long de la route, on lui a dit voilà, tu vas. Oui, c'était vraiment ignoble. Et donc, ils ont fait un article incendiaire en disant qu'elle avait abusé de la mémoire de l'Holocauste. Idem, alors une association qui a porté plainte en disant voilà, cette dame a abusé de la mémoire de l'Holocauste. Il faut quand même voir jusqu'où ça va, la stratégie de vouloir absolument interdire tout parallèle. Or, quand on regarde son discours, elle avait été très subtile. Elle n'avait pas, je veux dire, c'est pas, vous savez, parfois on voit des gens qui s'énervent, voilà, tous des nazis, etc. Elle se rendait bien compte, au contraire, justement, de ne pas manipuler, abuser de la souffrance, de la mémoire collective. Donc évidemment, on s'est rendu compte par après que ce journal, elle a fait sa petite enquête, donc on s'est rendu compte que ce journal avait toujours son siège dans les locaux du grand journal nazi de l'époque, Der Stürmer. Donc c'est étonnant. Que dans les financiers de l'action, de l'association qui a porté plainte, c'est quand même des descendants d'anciens nazis. Donc tout ça est quand même surprenant. Et puis effectivement, elle devait aller parler quelques jours plus tard à Munich. Et là, très clairement, on lui a fait comprendre, madame, si vous parlez, donc il y avait les policiers, c'est même plus la police là, hein, c'est des Robocop, qui lui ont très, très clairement fait comprendre, si vous parlez, on vous arrête. Donc là, ça a été vraiment le choc ultime. Et elle vient de sortir je pense que c'était déjà en projet, mais ça l'a vraiment motivée à sortir cette série. Mais alors là, absolument édifiante, stupéfiante, remarquable, effrayante aussi, qui s'appelle Never Again is Now Global. Donc pour plus jamais, c'est maintenant et c'est partout. Et qui montre très clairement les parallèles. Donc c'est 6 épisodes, plus de 6 heures de documentaire, les parallèles entre la montée du nazisme et ce qui s'est passé là à l'occasion de la pandémie. Et donc là, c'est une série où elle donne la parole à des rescapés comme elle. Il y a plus
énormément, mais il y en a quelques-uns quand même. Donc on va dire des vrais survivants, et puis des deuxième et troisième générations, des gens qui sont en Israël, des gens qui sont aux États-Unis, quelques Allemands aussi. Et ce qui est vraiment saisissant, c'est qu'il y a une liste, c'est pas juste un ou deux parallèles. Quand on parle de la censure, de la propagande, de la manière dont les gens ont réagi, comment des gens sont passés finalement, comment des braves gens sont devenus des monstres, ou comment parfois une seule personne avec un fusil et un chien suffisait à tenir en respect, on va dire, à faire peur, à traumatiser 3000 personnes qui devaient monter dans le train. Tout ça, à quel point on a menti, à quel point les gens ont cru aux mensonges, on utilisait les mêmes arguments. L'argument sanitaire en premier. Voilà, les Juifs ils avaient des poux, ils avaient le typhus. Si on les envoyait dans les ghettos, c'était pour des raisons d'hygiène. Si on a fait la guerre, c'est parce que les Allemands avaient besoin du Lebensraum, d'espace vital. C'est un peu comme maintenant, voilà, il y a l'agenda climatique, on a besoin il n'y a pas assez de ressources, donc voilà, il va falloir contrôler tout le monde. Et donc le parallèle vraiment entre les arguments, les méthodes, la réaction des gens, c'est absolument saisissant. Et pire que ça, évidemment, il y a aussi tout un volet dans le documentaire qui explore les liens entre, on va dire, l'Allemagne nazie, mais aussi les eugénistes qui ont financé les nazis, donc, notamment aux États-Unis, hein, donc Ford, on pense à Rockefeller, on pense à la Standard Oil, IBM, comment toutes ces grandes compagnies ont permis finalement l'Holocauste, parce que sans machine de guerre allemande, il n'y aurait pas eu d'Holocauste. Si IG Farben, qui était Bayer, etc., mais qui a été financé par la Standard Oil, n'avait pas construit les camps, donc si IBM n'avait pas été là pour avoir les systèmes de cartes perforées pour traquer tous les juifs, exactement comme on le fait maintenant avec tous les passes sanitaires, etc., tout ça n'aurait pas été possible. On s'aperçoit que ce sont les mêmes familles, et ce ne sont pas n'importe quelle famille, ce n'est pas uniquement une question d'argent, ce sont quand même des familles qui ont une forme d'idéologie eugéniste. Et on peut prendre l'exemple des Rockefeller, qui est le plus connu, mais qui ont, l'Institut Rockefeller a, depuis des décennies, depuis un siècle, soutenu toutes les politiques, on va dire, eugénistes, très clairement, toutes les politiques de contrôle, toutes les recherches sur, je ne sais pas moi, on va dire les vaccins, par exemple les vaccins stérilisants, ils soutiennent les politiques d'avortement. N'oublions pas qu'on a eu des politiques de stérilisation forcée dans de très nombreux pays, y compris aux États-Unis, jusque dans les années, je pense que ça s'est arrêté en 1983. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui portent plainte et qui demandent des compensations parce qu'ils ont été victimes de, par exemple, stérilisation forcée, une femme qui est soit des pauvres d'esprit, des pauvres tout court, et des gens qui ont été stérilisés de force. Donc ce sont toujours les mêmes qui financent tous ces agendas. On a des familles comme la famille Bush, ce sont aussi de père en fils, on va dire, voilà, on transmet les mêmes programmes. Idem Bill Gates, qui est quand même le président de l'OMS, le premier financier, on va dire, de l'OMS, parce que l'OMS est financée par la fondation Bill et Melinda Gates, en bonne partie, mais ils interviennent aussi dans Gavi, etc. Et puis, quand on assemble vraiment, quand on additionne tout leur financement, Bill Gates est le premier financier de l'OMS, voire actionnaire, puisque après, il fait des politiques pour la vaccination, il investit dans les vaccins, ça lui rapporte $20 pour un dollar investi. Mais c'est des gens, donc les parents Gates, ont soutenu Margaret Sanger, donc, qui avait vraiment qui était aux États-Unis,
qui avait ces politiques eugénistes. Donc on disait il faut interdire, il faut avorter, il faut faire des campagnes, il faut stériliser, enfin voilà. Et les Américains ont financé eux-mêmes, donc Rockefeller et compagnie, tous ces instituts, ils ont financé avant la guerre l'Institut Kaiser Wilhelm en Allemagne. Ils ont même aidé à la construction des bâtiments, ils ont financé les recherches de Mengele avant la guerre. Donc c'est étroitement lié, c'est toujours les mêmes gens qui sont, voilà, ou leurs descendants on va dire, mais qui sont à la manœuvre aujourd'hui. Et ça, c'est très important parce que quand on s'aperçoit de ça, en regardant ces documentaires, ça permet de penser l'impossible. Parce que sinon on se dit mais c'est pas possible, on dit aux gens il y a peut-être un génocide en cours, on ne sait pas ce qu'il y a dans les vaccins par exemple, on n'a aucune idée, il n'y a pas de contrôle des lots, voilà. Donc vous vous faites injecter n'importe quoi. Ce sont toutes ces conditions qui sont réunies pour qu'en tout cas un génocide puisse avoir lieu. Ils me disent non, mais c'est pas possible. Je dis mais on accepte, on n'imagine pas qu'il y ait un génocide aujourd'hui. Pourtant, on a assisté depuis des millénaires. Il y en a partout tout le temps. Ben, je veux dire, voilà, pensons à l'Arménie, pensons à l'Afrique, parce qu'il n'y a pas que le génocide juif, évidemment. Donc, les Ouïghours, mais il n'y a pas que là-bas, je veux dire. Donc, pourquoi est-ce que tout à coup penser le génocide est impossible? Ben, évidemment, c'est parce que il y a aussi toute une manipulation de la mémoire, malheureusement, je pense, de l'Holocauste, c'est-à-dire qu'on remarque quand même, et c'est un hasard, mais on peut certainement se poser la question, que précisément à des endroits de décision, à des endroits de pouvoir, pour pousser toutes les agendas totalitaires, sont toujours nommés des gens qui sont, entre guillemets, on bénéficie d'une aura d'intouchable. Par exemple, ça peut être, c'est pas nécessairement que des juifs, hein, mais ça peut être des gens dont la famille a une histoire effectivement de survivants de l'Holocauste. Ça peut être, voilà, l'agenda de la vaccination typiquement est poussé par les familles royales, les First Ladies. C'est le président Bush, il y a un programme spécifique pour les premières dames et les reines de pousser, voilà, il y a des accords avec Big Pharma, ça fait partie de leurs attributions. Il y a vraiment un programme qui est organisé et ça s'est mis en place à l'époque Bush. Donc tout ça fait que les gens ont tellement peur, hein, on dit voilà, anti-vax égale antisémite. Moi, chaque fois que je fais une projection avec un film sur la vaccination, systématiquement, on dit « Ah, c'est honteux, il faut interdire la projection, c'est des antisémites, voilà, ils sont de l'extrême droite. » Et il est évident que l'extrême droite va se saisir également de ces sujets. Donc, mais il faut que les gens, quand même, retrouvent leur propre faculté de penser, de s'exprimer, de s'interroger. Alors, moi qui ai un débat entre rescapés, c'est très bien. Moi, voilà. Donc, mais au moins que ce débat puisse exister. Donc, de dire il y a juste Vera Sharav, non, il n'y a pas juste Vera Sharav. Là, on a 6 heures, et c'est pour ça qu'il y a une multiplication de témoignages. C'est-à-dire, ce n'est pas une personne qui pense ça. Il y a de nombreuses personnes qui le pensent. Seulement, on ne leur donne jamais la parole. Donc voilà, aujourd'hui, il faut pouvoir aller au-delà de cette censure, de cette manipulation, hein, et dire, mais non, écoutez, là, il faut vraiment se réveiller, il faut pouvoir penser l'impossible, il faut donner la parole à tout le monde. Voilà. C'est vraiment une série très, très puissante et essentielle, et elle contourne justement les accusations dont vous parlez, puisqu'il n'y a que ces survivants de l'Holocauste ou les descendants qui s'expriment au nom de cette mémoire. Et il y a aussi un point qui me paraît vraiment important dans la série, c'est les témoignages de ceux qui n'ont pas adhéré à la propagande et qui ont été ce qu'on appelle les justes ou les héros, parfois anonymes de ces périodes dramatiques, et qui ont vraiment aidé, participé à sauver des gens. Donc il y a vraiment une note, malgré tout, d'espoir dans cette série qui est par ailleurs très très dure.
Tout à fait, et puis il y a aussi les témoignages, enfin je veux dire des personnes qui ont résisté, c'est bien parce que ça, il y a vraiment un dialogue entre le passé et le présent, donc c'est vrai qu'à la fin, on voit voilà, telle personne a sauvé des millions, voilà, des millions d'enfants, enfin tout ce que les gens ont fait, des milliers d'enfants parfois. Donc ce que des actions individuelles vraiment héroïques ont pu faire, et puis comment elles continuent d'inspirer les gens aujourd'hui. Et puis voilà, on a par exemple dans la série, il y a le docteur Zelenko. Lui, il a peut-être sauvé des millions de gens, j'en sais rien, en tout cas des milliers certainement, avec son fameux protocole donc de traitement précoce. Il est limpide, et ce n'est peut-être pas rien. On voit bien que les gens qui ont agi aujourd'hui, pour beaucoup, c'est justement des gens dont les histoires familiales sont tragiques. Donc voilà, il y en a plusieurs qui disent, voilà, moi toute ma famille a péri, ou presque, dans les camps. Et donc ils sont eux-mêmes saisis vraiment par cette... voilà, par le courage de leurs ancêtres, de se dire de toute façon, il n'y a que ça qui fait sens aujourd'hui. Je trouve que une fois qu'on prend conscience de certes un agenda qui est quand même assez terrible, mais le fait d'en prendre conscience, ça permet de se mettre en mouvement. Et à partir du moment où on va dire on se sent nettement mieux à soi-même et de porter à l'action, plutôt que d'être terrorisé en ne comprenant pas très bien pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de gens, si on n'a pas la conscience du pourquoi, comment, ça rend un peu fou de se dire mais comment ça se fait qu'on n'a pas le droit de se soigner, pourquoi est-ce qu'on aurait fait ça? Moi j'ai vu des médecins mais qui étaient au bord du désespoir, de se dire mais pourquoi est-ce qu'on ne m'autorise pas à soigner mes patients? À partir du moment où ils comprennent que oui, il y a un agenda derrière, au moins ça fait sens, et à ce moment-là ils peuvent se mobiliser, ils peuvent se dire ok, maintenant voilà, ça fait sens, c'est horrible mais j'ai compris. Voilà. Et donc ça permet aux gens de se mettre en mouvement, et puis de se réunir, parce qu'il y a quand même un grand mouvement international. Il est peu visible, on nous donne l'impression que nous ne sommes pas très nombreux. Moi j'entends dire qu'aux États-Unis il y a peut-être 40% de la population, pas loin, qui ne veut pas. N'oublions pas que là-bas les passeports vaccinaux, ça n'a quand même pas passé. Ils auraient bien voulu, mais il y a quelque chose, il y a la culture politique et voilà de certains pays. Je pense que, in fine, elle forme quand même le terreau d'une sorte de résistance. Ce qu'on a fait en Chine, certes, c'est ce qu'ils voudraient faire aujourd'hui, le pass sanitaire et tout le monde obéit, etc. Mais la Chine n'a pas je veux dire, historiquement, d'abord ils ont X années de communisme, on leur a effacé leur histoire, il y a eu de la propagande, etc. Historiquement, il n'y a pas non plus la force de cette individualité. C'est pas de l'égoïsme, c'est l'expression du meilleur de chacun. C'est ça la conscience qu'on a en Occident. Et donc on est quand même vraiment avec une conscience individuelle et de groupe et de système qui est tout à fait différente. Et on ne peut pas nécessairement, hop, du jour au lendemain, se dire ça va peut-être avoir lieu un temps, le moment où, bien sûr, les premiers jours, les gens étaient terrorisés, ils n'ont pas compris, ils ont eu peur du virus. Mais bon, là maintenant, je ne suis pas certaine qu'on va réussir à refaire le coup une deuxième fois. C'est pour ça qu'il y a d'autres, on essaie de faire peur avec d'autres raisons. Non, j'espère qu'il n'y aura pas une nouvelle guerre, parce que ça, c'est impossible. On a vu tout ce qui a précédé, les années 30, etc. Et puis le grand krach économique, qui était déjà là de toute façon, auquel les Alliés sont responsables aussi, notamment la France. Si l'Allemagne n'avait pas été dans un tel désastre économique, Hitler n'aurait peut-être probablement pas eu son heure de gloire, on va dire, avec les Allemands, et on n'a pas eu la guerre. Donc là, il faut voir, il y a d'autres éléments, mais ça aussi, c'est important de se rendre compte, de dire quels sont les éléments qui ont mené à cette situation. Voilà.
Merci Senta. Donc, quelles sont les étapes pour arriver à cette série extrêmement importante, pour arriver à ce qu'elle soit disponible en français? Merci beaucoup de poser la question parce qu'en réalité, je vais dire que c'est un sujet tellement chaud. En Allemagne, par exemple, il y a des gens qui ont montré le travail de Vera Sharav et qu'on a arrêté. Donc ils ont des procès, on les enferme, on les met en prison, on dit que c'est de l'antisémitisme, etc. Donc ça fait peur à beaucoup de monde. Deux, Vera Sharav, voilà, on a des craintes que son travail, il y a vraiment une volonté, ce travail est trop précieux, que pour qu'il soit, on va dire, manipulé, instrumentalisé par des gens qui n'auraient pas une conscience assez subtile, parce que c'est vraiment très délicat. Moi-même, par exemple, je n'ai jamais fait la moindre comparaison directe avec la Shoah. Je me suis dit, je donne la parole à quelqu'un comme Vera Sharav, parce que, voilà, c'est pas à moi d'en parler, c'est pas mon histoire, j'ai pas cette histoire-là dans ma famille, c'est pas à moi. Je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas, je vois des similitudes, je donne la parole à ceux qui ont vraiment la légitimité, la crédibilité, pour en parler et qu'ils le fassent avec le plus de subtilité et de respect possible. Donc, voilà, ce qui a été décidé, c'est qu'il y aurait un site web qui s'appelle plusjamais.eu et sur lequel vont sortir tous les épisodes avec des documents, je pense en plus. Donc, elle a par exemple, sur son propre site publié la traduction du code de Nuremberg dans 30 langues, je pense. Donc pour que les gens se saisissent aussi de l'importance des documents. Et il y aura peut-être quelques interviews, alors en français aussi, complémentaires, avec des résistants, notamment une dame qui s'appelle Irène Tokaye, qui est là en français, avec d'autres paroles, on va dire, complémentaires en français. Donc là, c'est l'objectif, et peut-être quelques... Mais il va pas y avoir... Il y aura aussi probablement un travail c'est très complémentaire avec le travail d'Ariane Biléran. Voilà, donc je pense qu'il a sorti beaucoup d'ouvrages sur le totalitarisme, et en faisant justement les parallèles avec ce qui se passe maintenant, avec le Covid. Donc ça va être, qui a d'ailleurs, Vera Sharav a accepté d'écrire la préface de son dernier livre, donc là il va y avoir, je pense, peut-être une belle articulation, mais dans un premier temps, ce qu'on va demander, c'est à chacun de se saisir vraiment de ces films, de les partager comme il veut, au maximum, pour ne pas qu'on dise « Ah, voilà, ouais, bon, c'est un tel qui est justement sur qui on a... des casseroles d'extrême droite, ou ci ou là, donc voilà, non, c'est pas passé sur tel ou tel média qui a un jour été associé en photo, ou qui a dit ceci et cela. On veut éviter, parce qu'on sait qu'il y a vraiment une attaque extrêmement violente, hein, on est dans le vraiment dans le vif de ce qui fait mal, hein, ça touche vraiment voilà, au cœur de l'horreur de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, du complot, on va dire, et donc avec quelque chose qui est extrêmement puissant. Donc voilà, on va dire, tout le monde doit se saisir de ce sujet sur ce site, plus jamais. Donc il y a, en anglais, naturellement, pour ceux qui parlent et comprennent l'anglais, il y a le site de Vera, neveragainisnowglobal.com. Là, il y a d'autres documents additionnels en anglais, mais pour les francophones, il y aura plusjamais.eu, c'est plus simple. Voilà. Merci Senta pour ces propos éclairants et réveillants. Et alors, il faudra nous tenir au courant de la publication de la série en français. Voilà. Nous l'attendons. A priori, c'est pour la mi-mai. Voilà, merci beaucoup, merci.